Bonjour à tous, je me présente, Marie-Andrée Lamontagne. Nous sommes ici à l'auditorium de la Grande Bibliothèque à Montréal. C'est une occasion toute spéciale, festive, en dépit du public clairsemé, parce que l'époque exige un public clairsemé, pour remettre un prix dans le cadre du Festival littéraire international Métropolis Bleu. Alors, ce prix que nous remettons, c'est le prix de la diversité Métropolis Bleu, Conseil des arts de Montréal, auquel sont également associés la Fondation Cole et l'Université McGill, que je remercie. Et bien sûr, je remercie BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, de nous accueillir à la Grande Bibliothèque, qui est le vaisseau amiral de son réseau. Alors, quelques mots sur ce prix. Le prix est remis afin de récompenser l'œuvre publiée au Québec d'un écrivain issu de l'immigration, appartenant à une communauté culturelle de la ville de Montréal et vivant à Montréal. So that prize is awarded in recognition of a body of work published in Quebec by a writer from an immigrant background within the city of Montreal. Ça, c'est pour faire court. S'ajoutent des règles quant au nombre de titres déjà publiés, mais je vous épargne les détails. Sachez seulement que la qualité est au rendez-vous. That said, I would like to remind you the previous winners of the award. Gayas Akem, c'était en 2016. Shui Yiwei in 2017. Alina Dumitrescu en 2018. Yara El Gadban en 2019. William Gingwidir in 2020 et maintenant le lauréat en 2021. Le prix entame sa 6e année d'existence, donc, et voilà un prix qui s'impose de plus en plus comme un jalon significatif dans le paysage littéraire montréalais. Les membres du jury, parce que c'est un prix décerné sur jury, avec jury, en 2021 étaient Gayas Akem, romancier, donc ancien lauréat, Oana Avasili Chiaoai, poète, traductrice et critique, et elle ne m'en voudra pas si j'ai écorché son nom, parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule. Katia Grubisic, qui est poète et traductrice, et Gabriela Quinte-Garbo, qui est libraire. Alors, je les remercie. Je remercie les éditeurs québécois et canadiens de langue française et anglaise qui ont répondu nombreux à l'appel. Et je remercie nos partenaires, dont au premier chef le Conseil des arts de Montréal, dont on entendra bientôt, pas tout de suite, mais bientôt, la directrice générale, Madame Nathalie Maillet. Mais d'abord, le cœur du sujet. Ce qui précède le cœur du sujet, c'est-à-dire les finalistes en 2021. Donc, les 2e et 3e finalistes du prix sont respectivement second and third position in that order. Kamala Makarel pour Zofam, paru chez Métonymie Press, et Sadia Messaili, Still Crying for Help, paru chez Baraka Books, et c'est traduit du français par Alicia Jensen, parce que le prix est aussi ouvert à des ouvrages en traduction, parce que la littérature et la traduction font bon ménage, comme vous le savez. Et puis, le lauréat 2021, Nicolas Dawson, pour son récit « Désormais ma demeure », paru chez Triptyque, que je montre ici à l'écran. Et puis, je vais dire quelques mots de Nicolas Dawson. Il est né au Chili et il est l'auteur du recueil de poésie La déposition des chemins. Ça, c'était paru à la Peuplade en 2010. Et du roman Animitas à la Mèche, paru à la Mèche en 2017. Il a également publié plusieurs textes et photographies en revue, en ligne et dans des ouvrages collectifs. Et il est actuellement directeur littéraire de la collection Poèmes aux éditions Triptyque. Donc, vous voyez, j'ai parlé de photographie, l'ouvrage de Nicolas Dawson, Désormais ma demeure, on en entendra parler davantage dans un instant au cours de l'entretien qui va suivre, mais il faut savoir qu'il a été choisi d'abord pour ses qualités formelles. C'est une méditation, une approche de la dépression qui est
tout à fait différente, inusitée, méditative, je l'ai dit, mais qui convoque plusieurs disciplines. C'est tout à fait réussi et le jury est ravi de lui remettre ce prix. Alors, mais avant qu'on en vienne à cette entrevue, je veux d'abord dire que le prix est accompagné d'une bourse de 5 000 $ canadiens grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal. Et puis, il y a ce trophée qui apparaît là-bas, qui accompagne aussi cette bourse, manière de rendre les choses encore plus tangibles. Alors, j'ai dit tout à l'heure que notre partenaire privilégié pour le prix, c'était le Conseil des arts de Montréal. Eh bien, on va donc entendre maintenant Madame Nathalie Maillé, directrice générale du Conseil des arts de Montréal. Très, très brièvement, elle va intervenir sous la forme d'une vidéo que nous regardons à l'instant. Bonjour à toutes et à tous. En cette année si particulière, la littérature a été salvatrice pour bon nombre d'entre nous. Elle s'est révélée à la fois source d'évasion et de réconfort. Il est donc primordial de continuer à faire rayonner la richesse de la communauté littéraire montréalaise et Métropolis Bleu relève chaque année ce défi avec brio. En plus de soutenir le festival depuis sa fondation il y a plus de 20 ans, le Conseil des arts de Montréal est particulièrement fier de s'associer à nouveau au prix de la diversité. En effet, Métropolis Bleu accorde une place de choix à l'autochtonie, au multilinguisme et aux enjeux de société qui suscitent les discussions et les réflexions. Merci à toute l'équipe de nourrir ainsi la vitalité culturelle de Montréal et bon festival. Voilà, c'était Nathalie Maillé, directrice générale du Conseil des arts de Montréal. Donc, Nicolas Dawson, je vous invite, vous savez maintenant que vous êtes lauréat, vous le saviez, mais maintenant on peut le crier haut et fort. Réaction, quelques mots, quelques commentaires avant d'entrer dans le vif du sujet de l'entretien? Oui, j'ai préparé quelque chose. Oui, il faut bien parler dans le micro. Oui, j'ai écrit un petit texte pour remercier. D'abord, je veux remercier aussi toute l'équipe du Festival Métropolis Bleu, ainsi que les membres du jury et aussi féliciter les finalistes. Donc, c'est avec beaucoup d'émotion que je reçois ce prix. Ce prix-là, spécifiquement, pas juste un prix, même si recevoir un prix est une chose rare dans notre milieu où nous produisons plus de livres que nous pouvons en lire. Donc, pas juste un prix, mais bien celui-là, ce prix de la diversité. Je suis ému parce qu'il place mon livre dans la lignée de lutte antiraciste que je mène depuis plusieurs années dans ce milieu littéraire et culturel. Ce livre, dont le point de départ est une histoire très intime, nomme le politique à partir de l'affect, à partir d'une expérience qui en soi n'est pas liée à ce qu'on appelle la diversité, à ce qui altère socialement les personnes qu'on dit issues de l'immigration. Il ne fait pas l'étude de mon expérience d'exil, ni de celle de mes parents, de l'histoire de la dictature chilienne ou des relations entre exil, deuil et langue, comme je l'ai fait dans mes autres livres. Dans ce livre, j'ai tenté de croiser la racialisation et l'exil avec des enjeux queer, la création artistique et les questions de santé mentale, à partir de mon expérience personnelle de la dépression. Je dis tout ça parce que je reçois ce prix en me disant avec beaucoup de bonheur que la diversité n'est pas qu'une question d'immigration et de couleur de peau. Je ne serai pas ce récipiendaire qui crachera dans la soupe en critiquant l'usage du mot diversité. Je n'empocherai pas le prix et la reconnaissance en invalidant la nécessité de souligner des ouvrages dits de la diversité. Je crois sincèrement que ce type de prix est important dans notre milieu et dans le paysage culturel, car les personnes racisées, mais pas juste elles, plus largement toutes les personnes minorisées, ont besoin qu'on éclaire leur existence, qu'on la nomme dans tout ce qu'elle a d'exceptionnel, c'est-à-dire hors de la majorité, qui fait exception à ce qui se voit du premier coup d'œil. À mon avis, nous ne sommes pas encore à imaginer un monde où ces distinctions ne soient plus nécessaires. Et honnêtement, je ne suis pas convaincu que ce monde soit vraiment souhaitable. Je n'espère pas un monde où les différences soient toutes écrasées. Je souhaite plutôt un monde où les ponts soient nombreux pour qu'on puisse se tenir à la frontière des différences, à leur croisement, pour qu'on discute, échange et apprenne les uns et les unes des autres. Pour cela, ça prend de l'écoute, de l'engagement et de l'empathie, 3 valeurs qui servent non seulement à nommer les rapports de pouvoir, mais aussi à mieux tisser les différences plutôt qu'à les anéantir. Le prix de la diversité, d'après moi, alors, un prix d'écoute, d'engagement et d'empathie. D'écoute parce qu'il s'agit de rappeler aux lecteurs et lectrices, aux milieux littéraires et aux institutions, année après année, que nous devons demeurer à l'écoute des voix qui ne nous ressemblent pas, à la pluralité des récits, de vie, de langue, de langage et de forme.
D'engagement parce qu'il s'agit de considérer la lecture comme une forme d'engagement auprès des expériences des autres. Ici, l'écoute est une action qui permet un nouveau regard et potentiellement de nouvelles actions sur le monde pluriel dans lequel nous vivons. D'empathie parce qu'il s'agit de reconnaître la vulnérabilité à partir de laquelle on interagit le mieux, selon moi, avec les autres et à partir de laquelle on parle en tant que sujet altérisé. L'empathie, c'est tenter de démanteler les oppositions guerrières, la binarité elle, eux, nous, l'affrontement entre soi et l'autre, tous des clivages qui imitent les atroces séparations et dualités simplistes de notre civilisation, corps et esprit, tête et cœur, raison et émotion, pensée et création, hommes et femmes, humains et non humains. Il y a d'autres voies pour s'émanciper de ces oppositions et elles portent des noms variés, non-binarité, pluralité, queer, diversité. En récompensant un livre où la santé mentale est observée à partir des croisements d'expériences qui défient ces clivages pour célébrer toutes les formes de création artistique et de création de soi, ce prix me semble aller au-delà de la question raciale, tout en gardant au centre de son attention. Le prix de la diversité, c'est donc un prix peut-être mal nommé, du moins c'est ainsi que je le perçois avec émotion, prix de l'écoute, prix de l'engagement et prix de l'empathie. Je le reçois comme une promesse de votre part, mais aussi de la mienne, d'écoute, d'engagement et d'empathie. Et pour cela, je vous remercie. Merci, Nicolas Dawson, pour ce texte bien senti, très instructif parce qu'on voit les limites, dans le même texte, on voit les limites du langage, hein, le mot diversité. Sachez qu'on s'interroge nous aussi sur le mot diversité, et puis la force de la littérature, qui évidemment fait flèche de tout bois et intègre ce qu'elle veut, au moment où elle le veut et comme elle le veut. Alors, merci de ces quelques mots. Dans un instant, ça sera l'entretien avec Catherine Mavrikakis. Permettez-moi, parce qu'à Métropolis Bleu, c'est un festival littéraire, hein, je l'ai dit. Donc, par essence, c'est de mettre en présence des écrivains qui dialoguent, qui discutent. Et je trouvais intéressant aujourd'hui qu'une écrivaine dialogue, interview Nicolas Dawson. Donc, Catherine Mavrikakis, je vous la présente brièvement. Elle a publié à ce jour 8 romans, quelques titres. La balade d'Ali Baba, Les derniers jours de Smokey Nelson, Le ciel de Bay City, Oscar de Profundis et L'annexe. Elle est l'auteure d'un oratorio, Omaha Beach. Elle écrit aussi des essais, parmi lesquels Diamanda Galas, Guerrière et Gorgone et L'éternité en accéléré. Ces livres sont traduits en plusieurs langues, en italien, en suédois notamment, et de nombreux prix les ont récompensés, dont le prix des libraires du Québec et le prix littéraire des collégiens. Alors, je crois que vous serez en bonne compagnie l'un et l'autre. Nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Et puis j'ajoute que, c'est vrai, je vais quand même donner la règle du jeu. Dans la dernière partie, comme nous sommes en direct, j'avais tellement hâte de les entendre que j'ai escamoté. Dans la dernière partie, donc on va réserver 10 minutes aux questions du public. Donc n'hésitez pas à nous écrire là sur les plateformes par diverses fonctions que je ne vais pas élaborer ici. Et vos questions seront relayées à la fin et Nicolas Dawson va y répondre. Donc cette fois, je me tais, nous vous écoutons. Merci beaucoup, Marie-André, d'avoir pensé à moi pour mener cette entrevue avec Nicolas Dawson. Félicitations, Nicolas, pour ce prix. J'ai lu votre livre avec grande émotion et je vais brièvement, tout à l'heure, Marie-André l'a fait, mais je vais le résumer comme ça. C'est une subjectivité qui est aux prises avec la dépression, hein? Et il y a, dès votre titre, désormais ma demeure, qui est un début de phrase, en fait. Désormais, ma demeure habite aussi ma dépression. Hein. Donc, il y a un désormais qui va montrer, dès votre titre, une rupture radicale dans le temps. La dépression va changer votre vision, enfin la vision du narrateur. Je vais peut-être aller entre le vous et le il, je vais être entre les deux en ce moment. C'est le jeu aussi de votre livre, non? Mais donc il y a eu une rupture radicale à ce moment-là dans votre vie. Et je vais revenir sur cette rupture qui va demander une rupture de forme, hein, parce qu'il y a quelque chose dans la forme où vous travaillez sur la rupture et vous allez le dire d'ailleurs, la dépression crée des formes étranges et là vous avez fait une forme étrange. Alors voilà, on commence par cette forme étrange.
parce que c'est le mot queer qui m'intéresse. Vous avez, on a dit le mot diversité, là je vais travailler sur le mot queer puisque vous publiez dans une collection chez Triptyque qui s'appelle la collection Queer, et je cite, parce que la collection c'est elle-même un petit peu nommée, ou a essayé de se penser, queer de l'écriture, excès, décalage, provocation, hybridité, déviance. Le queer est une attitude, un rapport décentré au monde, et c'est son esprit insaisissable que la collection Queer souhaite incarner par la publication d'œuvres littéraires sans mention de genre, qui posent des questions aux différentes normalités. Les livres de la collection inventent, à travers leur forme, leur langue, leur contenu, une littérature impossible à ignorer qui hurle la douleur du monde et célèbre le spasme de vivre. Alors, vous êtes inséré très naturellement, je crois. La collection est dirigée par Pierre-Luc Landry, peut-être aussi, je crois que c'est peut-être aussi quelqu'un que vous connaissez. Donc ça, c'est important aussi parce qu'il y a toute l'idée de communauté. J'ai envie de vous entendre sur la communauté queer, sur le mot queer et sur le queer de l'écriture aussi. Parce que votre texte, c'est à la fois un récit, des morceaux de poésie, il y a des images, il y a de l'essai, c'est beaucoup un essai aussi, mais c'est un essai dans le sens ancien du terme, une forme très, très hybride. Donc, le mot queer, comme vous voulez, dans le désordre, avec Pierre-Luc Landry aussi. Je suis content que vous parliez de Pierre-Luc Landry parce que c'est le directeur de la collection et c'est un ami très proche. En fait, j'ai souvent collaboré avec lui. Je continue à collaborer avec lui. Et donc, c'était tout naturel d'aller vers lui. En fait, c'était mon éditeur avant aussi. C'était lui qui travaillait à La Mèche au moment où j'ai publié Animitas. Donc, c'est parce que le travail s'est si bien passé avec lui. J'ai continué à travailler avec lui. Donc, ça, c'est la réponse un peu institutionnelle littéraire. Disons, j'ai suivi mon éditeur. Après, j'ai suivi mon éditeur aussi parce qu'il avait créé cette collection qui, avec ce descriptif qui est tout à fait lui, là, qui va un peu dans tous les sens, qui est super explosif, que ça devenait, bon là je vais jouer sur mes propres mots, ça devenait une maison, ça devenait une demeure pour moi vraiment intéressante où on peut explorer des choses dans la pluralité de genre, de ton, de type d'écriture, de langue aussi, de discipline, où c'était non seulement accueilli, c'était célébré. Et donc, il y a donc la question de la communauté, mais aussi la question donc des formes. Après, le queer, pour moi, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Dans le cadre de cette écriture-là, très honnêtement, quand j'ai commencé à écrire ce livre-là, je ne pensais pas vraiment aux enjeux queer pour ce projet-là en particulier. C'est un projet sur la dépression. Je pensais écrire un recueil de poésie sur la dépression, simplement. Et puis, c'est selon différentes expériences dans le processus d'écriture que j'ai décidé, un peu pas eu le choix de varier les formes d'écriture. Et c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose de l'ordre de la dépression là-dedans, c'est-à-dire que la dépression impose des formes qui sont peut-être, à mon avis, moins linéaires. Et donc, c'est là que je me suis dit, les questions queer deviennent importantes, pas juste pour des questions formelles, parce que pour moi, le queer, c'est pas juste une question esthétique, c'est pas juste un style. Je trouve ça même dangereux de penser le queer comme ça. Il informe des formes, mais c'est aussi une question identitaire, c'est aussi des questions politiques, et c'est grâce à ces Formes-là que des questions identitaires et politiques sont devenues vraiment importantes dans ce livre-là, et que c'est devenu un essai, finalement. Donc, le queer est arrivé relativement tôt, mais pas au début du processus. Mais c'est devenu vraiment l'horizon. Là. C'est vraiment devenu là vers où j'allais constamment, peu importe la forme que je prenais, peu importe la langue que j'utilisais et les disciplines. Alors, je vais parler un peu de la forme. Justement, il y a beaucoup de reprises. Il y a des leitmotifs qui sont repris, retrouver des poèmes écrits une fois la dépression traversée, par exemple, aussi. Vous avez des mots qui reviennent comme des débuts de paragraphes ou de débuts de fragments. Il y a quelque chose dans votre texte qui tient de l'obsession, qui tient de la ritournelle, il y a un enlisement. Et vous le dites à un moment donné, vous avez peur, en réécrivant le texte, de retomber dans la dépression. Il y a une traversée, mais en même temps, il y a
il y a il y a un risque à écrire, il y a un très très grand risque, et il y a aussi le risque que le lecteur soit lui-même engouffré. Moi, c'est ce que j'ai aimé vraiment dans votre texte, c'est-à-dire, je trouvais que votre texte me mettait en état dépressif, vraiment que je retrouvais un état dépressif. C'est un travail, il faut s'abandonner à ça en lisant votre texte. C'est ça que j'ai vraiment apprécié. Je rentre là-dedans, il me fait entrer là-dedans, et en plus avec ces images, on en reparlera. Mais donc, est-ce que j'ai envie de vous entendre sur cette difficulté de retourner sur ces textes, même des textes que vous aviez écrits, parce que c'est votre méthode aussi. Hein, ouais. Et est-ce que la peur aussi de sombrer en écrivant? La répétition, c'est un motif sur lequel je travaille tout le temps, de plus en plus consciemment, mais souvent sans trop m'en apercevoir. Des fois, je lis des textes sur lesquels je travaille, puis je me rends compte que je répète un peu des phrases que j'ai déjà écrites dans d'autres projets. Puis quand je m'en rends compte, c'est pas un problème. Je trouve ça amusant. Il y a quelque chose du rythme dans la répétition que je trouve vraiment enivrant. Pour vrai, il y a quelque chose... Pour moi, la répétition, c'est pas de la redite, c'est de la création presque d'une mélodie, ou en tout cas d'une forme. Et dans ce projet-là, c'est devenu un motif. C'est drôle que vous disiez qu'on sombrait, nous aussi, les lecteurs et lectrices, un peu à cause de ça. C'était pas du tout l'intention derrière cette forme d'écriture. C'est pas un reproche. Hein? Non, je sais vraiment. C'est une forme dans laquelle je m'engage beaucoup, mais je trouve que je rejoins avec le queer, disons. Je trouve qu'il y a quelque chose d'important avec la redite, avec la répétition, avec des micro-modulations de choses qui reviennent, avec les listes, avec des accumulations, des énumérations, avec des phrases très longues, avec des propositions qui commencent toutes de la même façon. Toutes ces formes-là, je trouve qu'il y a quelque chose de très queer dans ces formes-là parce que ça nous amène à réévaluer constamment notre lecture. Et puis si je me mets à la place de l'écrivain, moi aussi, ça me mène à la fois à entrer dans... Parce que cette forme d'écriture crée une genre de transe, c'est sûr. Tu écris quelque chose comme un mantra, tu sais, on entre dans... Et en l'écrivant aussi, je pense qu'on entre dans ça. Mais d'une autre façon, et peut-être paradoxalement, ça m'amène à revoir cette phrase-là que j'ai réécrite tout le temps et la réévaluer, à savoir est-ce que c'est la bonne. Comment est-ce que ce sera un petit peu plus la bonne? Comment est-ce que ça peut être intéressant que ce ne soit pas la bonne? Et donc, de toujours replacer les mêmes objets dans le même cadre et voir qu'est-ce qui arrive si je fais des petites modulations. Et j'ai l'impression que cette façon de réévaluer le langage, c'est comme une façon de réévaluer ses propres identités, sa propre pensée, sa propre façon de s'exprimer, ses propres langues. Je le vois comme la partie micro de le macro le plus important, à mon avis, des subjectivités queer, c'est de ne jamais s'arrêter, s'encadrer, se terminer. De toujours se réévaluer ses identités, ses langues, ses façons de s'exprimer, ses relations, de manière à ce que rien n'aille de soi, pour qu'on puisse toujours être engagé dans un monde qui ne s'arrête pas de se réfléchir. Donc là, c'est gros ce que je dis, là, parce que c'est comme mettre beaucoup d'importance sur une phrase qui revient tout le temps, disons, mais c'est ça, j'ai l'impression que c'est comme un aspect formel qui représente, disons, ou qui imite, qui illustre, en tout cas, cette pensée plus globale que j'ai sur les relations entre identité queer, questions politiques queer et écriture queer. Je comprends tout à fait. Je vois quelque chose de la ritournelle ou du motif chez vous qui se veut, je vais exagérer, mais révolutionnaire. Il y a quelque chose le motif sonore aussi comme révolutionnaire et qui est toujours en mouvement. Révolutionnaire dans le sens de mouvement révolutionnaire. Vous voyez, il y a toujours quelque chose, on n'est jamais dans une identité fixe, on est toujours en train de la déplacer. J'en arrive aux photos. Ouais. Aux photos que vous avez
il y a des photos dans le livre très intéressantes, parce que des photos, normalement, on imagine toujours un paysage. La photo, c'est ce qui nous ouvre, on va entrer dans un monde. Vos photos, en fin de compte, le lecteur en prend pour son rhume pour le voyeurisme, parce qu'il n'a rien à voir. Dans les photos, on est collé sur des choses très proches. C'est l'anti-fenêtre, les photos. Et vous les avez mises dans ce texte, et ça crée quelque chose aussi, ça donne de la lourdeur aussi au texte. Est-ce que vous voulez me parler un petit peu de ce choix de photos? Ouais. Je suis content qu'on parle des photos, parce que c'est rare que j'ai l'occasion de parler des photos avec ce livre-là. Je ne sais pas quoi penser de ces photos-là. Elles ont été prises pendant la dépression. Ça, j'ai souvent dit, la dépression, c'est une maladie qui immobilise, en tout cas, dans mon cas, qui a arrêté toute imagination, toute capacité à créer, qui était très silencieuse, là. Et ma pratique photographique avant la dépression était liée à la déambulation et au voyage. Donc, je faisais des photos avec beaucoup de ciel, avec beaucoup d'horizons, avec très peu de gens, très peu de murs. C'était des photos avec beaucoup de lumière naturelle, disons. C'était presque tout le temps des grands paysages. Et donc, pour un écrivain qui fait de la photo, disons, avec des paysages ouverts, c'était comme des symptômes vraiment terribles, tu sais, où je me disais, bon, ben, je ne ferai plus jamais de photos, je n'écrirai plus jamais, je ne peux plus m'exprimer. Par cette faillite du langage, disons, j'ai très inconsciemment commencé à prendre des photos de mon appartement. Pour reprendre un peu, je ne le pensais pas comme ça à l'époque, là, c'était assez inconscient, mais je l'analyse comme ça aujourd'hui. J'ai l'impression que c'était comme pour reprendre ce que la photographie me faisait, ce qu'elle produisait comme effet quand j'étais pas malade. C'est-à-dire, j'allais dehors, je marchais dans mon quartier et je prenais des photos et je revenais chez moi et j'écrivais plein de choses. T'sais. Donc, c'était vraiment une pratique très... C'était amateur, là. Je faisais pas ça pour exposer ou quoi que ce soit, mais c'était une façon, bêtement dit, de m'inspirer, disons. Mais ça venait avec le fait d'aller dehors et de prendre des photos des lieux que je connais pour les réévaluer encore une fois, ou en tout cas de leur mettre plus de lumière et revenir avec cette idée aérée de l'image et des lieux familiers. Donc j'ai l'impression que pendant ma dépression, quand j'ai commencé à faire des photos de mon appartement, c'est comme si je voulais faire ça, comme si je voulais aérer l'appartement parce qu'il est devenu une prison. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète aujourd'hui. Et donc, c'est ça, je me suis mis à faire des photos des murs, des tables, en dessous du divan. Bon. Fait que je déambulais un peu dans mon appartement en essayant de voir l'appartement autrement que je le voyais auparavant pendant plusieurs années. Et puis, quand j'ai peut-être 2 ans plus tard, je me souviens plus combien d'années plus tard, que j'ai commencé à écrire sur la dépression. C'est ça, des textes plus brefs, de la poésie qui a été publiée dans des revues, des trucs comme ça. Et jamais je pensais, en fait, en faire quoi que ce soit lié à la photo. Ces photos-là étaient restées dans mon ordi. C'était pas des photos faites pour être vues par qui que ce soit vraiment. Et puis, c'est quand le projet de poésie a comme un peu atteint sa limite très vite après une vingtaine de poèmes, où moi-même, j'ai commencé à sentir un peu à distance des symptômes de la dépression sans vraiment être en dépression. Je pense que c'était de l'anxiété, là, des triggers, là, si on veut. C'est avec ça que je me suis dit, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec la photo et les inclure dedans. Et puis, c'est à la toute fin du processus où j'ai choisi quelle photo allait faire partie du livre, avec des choix complètement esthétiques. Et donc, ça me renouait avec la première étape de la créativité vers la guérison. Et puis, c'est ça. Fait que c'est comme ça fait partie du processus de guérison, je trouve, la photo dans ce livre-là. Je ne sais pas trop quoi en faire. Pendant l'édition, je me demandais si c'était une bonne idée de fantasmer au lancement, en disant de faire un lancement dans une galerie, puis on va mettre des photos. L'idée est mauvaise, je trouve, parce que ce n'est pas des photos comme ça. Mais c'est ça, j'ai encore un rapport un peu étrange avec ces photos-là, qui participent, je pense, d'une quête désespérée d'exprimer. C'est tout. Puis je me suis dit, c'est des archives qui restent dans le livre.
il y a quelque chose aussi d'intéressant qui est rapport avec la photo, c'est le motif de la fenêtre qui revient beaucoup dans votre œuvre. D'ailleurs, il y a un de vos livres qui est dédié à mon frère, à ma sœur. Vous écrivez « À ce jour où j'ai fui par la fenêtre ». Et dans votre livre, dans celui-ci, il y a beaucoup de fenêtres, ces fenêtres où vous parlez du soleil qui est indécent. Vous regardez par la fenêtre, le mot ventana est là dans votre texte. On parlera tout à l'heure aussi de l'espagnol. Mais vous écrivez j'ai besoin d'aller à la fenêtre pour que mon regard se pose dehors, à l'extérieur de l'appartement, de la dépression et du temps pour relier à quelque chose de moins solitaire. Il y a toute cette idée de fenêtre, de passage entre un monde intime de la dépression, puis essayer d'en sortir, et cette incapacité d'en sortir. Et sur vos pages, dans le livre, il y a des petites fenêtres. Des fois, il y a d'abord vos photos, mais il y a aussi, vous avez ce procédé de mettre en marge, dans les marges, les auteurs qui sont des fenêtres, en fait. J'ai vu les noms des auteurs comme des fenêtres sur votre bibliothèque ou sur vos livres. C'est-à-dire, il y avait la création de plusieurs espaces aussi, c'est-à-dire un monde très fermé, et puis la volonté dans votre texte de sortir, puis on n'arrive pas toujours à sortir. Mais j'avais l'impression que c'était vraiment votre imaginaire, la fenêtre. Il y avait que si j'avais à décrire la dépression chez vous, c'est cette impossibilité d'aller à la fenêtre. C'est pas une mauvaise analyse. On m'a posé la question il y a quelques semaines, puis j'étais un peu pris de court. Comme si la fenêtre était une figure que je devais expliquer, puis là, je ne me l'expliquais pas trop. Puis c'est vrai qu'elle est partout, la fenêtre, dans mes projets, mais je me l'explique de plein de façons. Dans Animitas aussi, la vitre est tout le temps là. Oui. Les personnages regardent à travers des vitres. Pour moi, la fenêtre, c'est un peu cliché, mais c'est le monde extérieur, puis c'est aussi le monde intérieur. C'est l'imaginaire, effectivement, la psyché, tout ça. Dans le cas de ce livre-là, spécifiquement, la fenêtre, c'est la frontière. La frontière vers un ailleurs, que ce soit le monde extérieur, que ce soit le monde social, les autres, que ce soit aussi ce que l'extérieur peut symboliser, c'est-à-dire la libération, le confort, la liberté, pour pouvoir sortir de cet enfermement chez soi, mais aussi, métaphoriquement, sortir dehors, ça veut aussi pouvoir réintégrer le monde et pouvoir le redire, pouvoir le réécrire, et bon, ce que j'arrivais pas à cette époque-là. Fait que la fenêtre, c'est un peu ça. Après, j'oublie ce que je voulais dire, mais sur la frontière. La fenêtre, c'est une figure parmi beaucoup d'autres dans ce que j'écris, dans mes obsessions, en fait. Je travaille beaucoup sur les questions frontalières et je suis assez obsédé par tous les objets, les lieux qui peuvent être considérés comme des frontières. Donc, la fenêtre, le cadre, le mur, le seuil, la falaise, les rives, les plages, tous ces lieux-là. Je suis assez obsédé par ça et je pense que ce sont des lieux dans lesquels si on s'attarde à ces lieux-là, d'abord, ils sont extrêmement poétiques, poétisables, presque trop facilement, mais qui deviennent des lieux dans lesquels tout est possible et nos certitudes ne fonctionnent plus. C'est comme si nos certitudes dans ces lieux-là peuvent servir un peu d'attachement à ce qu'on sait de soi, mais qui ne tiennent pas la route parce qu'on est au seuil de différents mondes ou qu'on ne connaît pas nécessairement, dont on ne connaît pas la nature, dont on ne connaît pas les langues et tout ça. Et donc, ça fait que forcément, on se retrouve à revoir nos certitudes et à se dire « ouais, peut-être c'est pas ça ». C'est pour ça que je suis un peu obsédé par ces lieux-là. Regarder la fenêtre, c'est regarder à la fois la fenêtre elle-même, donc son reflet qui est envoyé par la fenêtre, mais aussi le monde extérieur. Et le monde extérieur, c'est plein de choses. C'est des gens, c'est du possible. C'est aussi d'anxiété, parce qu'on peut avoir cette anxiété-là d'extérieur. Et donc, regarder la fenêtre peut être une activité de méditation extraordinaire. Tu sais, moi, ça m'arrive vraiment souvent
de me surprendre à regarder la fenêtre longtemps. Puis après ça, de me demander à quoi j'ai pensé, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Et particulièrement quand j'écris. Donc, c'est pour ça que la fenêtre est revenue constamment. Vous venez de parler de frontières et votre travail sur le seuil, les passages, etc. Dans votre livre, ce qui est tout à fait remarquable, c'est le passage du français au castillan de façon, comment dire, sans prévenir le lecteur. C'est-à-dire, vous jouez beaucoup sur les frontières entre les langues, vous faites du français en espagnol, mais pas du tout parce que vous faites des faux amis, mais vous passez d'une langue à l'autre, ou de l'espagnol en français. C'est comme si ça devenait très naturel. On passe d'une langue à l'autre, puis bon, même si on comprend ou on comprend pas, ça dépend de nos capacités, mais vous arrivez à passer comme ça d'une langue. Et autre chose, en parlant de frontières, je pensais aussi à tout votre rapport, ce que je viens d'évoquer tout à l'heure, à l'écriture à travers les livres des autres. Parce que vous mettez ces livres qui vous ont beaucoup inspiré, avec lesquels vous travaillez. J'ai l'impression que vous êtes toujours dans un rapport de corps à corps avec une autre langue, de corps à corps avec le corpus littéraire que vous aimez ou corpus essayistique. Vous êtes toujours en train de dépasser cette frontière. Ce ne sont pas les mêmes frontières, mais par rapport à la langue, une anecdote, j'ai une amie, il y a quelques années, j'ai fait une lecture publique de poèmes là, pendant le Off Festival de poésie de Trois-Rivières, et j'avais lu donc une suite poétique dans laquelle il y a de l'espagnol et du français, beaucoup d'espagnol. C'est la suite dans laquelle il y a plus d'espagnol que j'ai écrite, là, parce que la moitié est en espagnol. Et avec des longs refrains et tout ça. Okay. Et à la pause, après avoir lu la suite, une des spectatrices, qui est une amie, elle est sortie et elle a dit « C'était super. Ça paraît que c'est ta langue, ça, celle de deux langues différentes et tout ça. » Puis, j'ai rien dit, mais j'ai été surpris parce que c'est faux. C'est pas vraiment ça, ma langue. Je sais pas c'est quoi ma langue, je n'arrête pas ma langue, mais ce passage du français à l'espagnol est vraiment pas si naturel pour moi. C'est tout à fait construit. Et dans ce livre-là, l'intervention de l'espagnol, c'était de la réécriture. C'était pas naturellement, je l'ai pas écrit du tout en espagnol. C'était pour parler de ma dépression. L'espagnol, c'était une langue beaucoup trop émotive pour moi, pour aller là, dans le premier jet. Et c'est par la réécriture, je me suis dit, il y a quelque chose qui ment ici. Puis, c'est peut-être l'absence de cette langue-là qui doit arriver, à mon avis, surtout dans les poèmes. Parce que l'espagnol, pendant ma dépression, est arrivé comme des refrains, des mots que j'entendais dans mon enfance, des mots que ma mère disait, des mots que mes parents disaient, des bouts de chansons, des expressions toutes faites. Ces répétitions-là en espagnol qui revenaient beaucoup. Et donc là, c'était vraiment le fruit de la réécriture, d'une façon de revoir cette expérience-là à rebours, après le premier jet, après la première expérience d'écriture. Alors que c'est pas la même chose pour mes autres livres. L'espagnol n'est pas utilisé de la même manière. Donc, dans ce livre-là, c'était vraiment pour revenir à la manière dont cette expérience de dépression a aussi contaminé mon rapport aux langues. Et comment il les a un peu autrement catégorisés. Je pensais catégoriser l'espagnol plus comme ça, puis le français plus comme ça. Puis cette expérience-là a un peu brouillé les cartes. Et je trouve ça heureux, en fait. Je trouve ça vraiment génial que ça ait fait ça. Et donc, ouais, l'espagnol, c'est ça. Après, avec les autres livres, j'ai commencé à écrire des essais une fois que j'ai lu beaucoup sur la dépression, parce que je sentais que je n'étais plus capable d'écrire des poèmes. Et donc, je me suis mis à lire beaucoup d'essais littéraires et de récits de dépression écrits par différentes personnes. Et c'est en réponse à ces ouvrages-là que je me suis mis à écrire là-dessus aussi. Je me suis senti autorisé d'écrire avec cette forme-là, avec l'essai à ce propos. Puis, l'idée de garder toutes ces personnes-là, de ne pas les nommer en bas de page, pour pas que ça fasse un ouvrage trop universitaire qui, je trouve, crée une distance avec les ouvrages qu'on utilise. Ça devient un corpus bien fermé, un corpus théorique, alors que là, je sentais le besoin de ne pas créer cette séparation-là
pour former quelque chose comme une communauté littéraire ou intellectuelle ou de pensée ou symbolique. Donc, c'était un peu plus cette idée-là de défaire, de passer... j'essaie de trouver le mot que vous avez utilisé, mais pour passer de traverser une frontière, la frontière de ce que j'ai écrit, ce que les autres écrivent, c'était pas pour cannibaliser, disons, le travail des autres. C'était au contraire pour leur dire on est ensemble là-dedans. C'est un peu ça. Ouais, voilà. Mais la question de la communauté est très importante pour vous. Mais je voulais peut-être parler avant de la communauté, mais de parler de la transmission intergénérationnelle. Parce qu'il y a quelque chose de très intéressant. La famille est importante. Tout à l'heure, j'ai cité à ma sœur, à mon frère, à ce jour où j'ai fui par la fenêtre. Mais la famille est importante dans votre texte. Il y a des scènes intéressantes au restaurant le jour de votre anniversaire, etc. Mais la dépression semble venir du côté maternel. Et vous vous inscrivez là... Le narrateur s'inscrit dans une lignée de femmes. C'est-à-dire, ma mère est la première que je vois quand je pense à un héritage de la dépression, au legs de la mélancolie. Ma mère, qui elle-même a régulièrement souffert de dépression, qu'elle ne savait nommer à cause de la langue, de l'exil et de la solitude, à cause de son rôle de mère latina, vouée à être forte. Et à un moment, plus tard, vous allez parler aussi que la maman de votre mère aussi était elle aussi sûrement très déprimée. Donc on voit vraiment une communauté. Et cette communauté avec des femmes, elle est importante parce qu'à un moment donné, même vous allez, je pense que vous allez chez le médecin ou chez le psychologue, le narrateur va là et il se dit je suis avec une communauté de femmes latinas, etc. Bon, j'ai l'impression que c'est très intéressant cette identification à un mâle féminin aussi, parce qu'on peut dire que la dépression, pas toujours, mais a été beaucoup vue comme un mâle féminin. Est-ce que vous voulez parler de cela un petit peu? C'était pas pour genrer vraiment la dépression que j'ai écrit ça. Si je parle vraiment de mon expérience, mettons, de spectateur de la dépression, c'est-à-dire de quelqu'un qui a vu d'autres personnes autour de soi souffrir de ça, ça s'est fait dans des modalités socio-identitaires très précises. Tu sais. Et dans le cas de ma famille, je pense que c'est pas en soi une condition féminine. Je pense pas que c'est une maladie féminine. Je pense que c'est surtout les femmes que j'ai vues souffrir de dépression dans mon entourage familial parce que c'est une famille latino-américaine qui vivait avec les injonctions auxquelles on soumet les femmes, qui ne sont pas les mêmes auxquelles on soumet les hommes, avec des problèmes de masculinité toxique, avec des problèmes aussi d'accès à l'emploi, de liberté, vraiment, de possibilités d'émancipation qui ne sont pas les mêmes pour les femmes que pour les hommes. Et ça a été... Là, mes parents sont ici, là, c'est les seuls membres du public, c'est un peu drôle de parler de ça, mais il y a peu de... il y avait peu de possibilités, en tout cas moins de possibilités pour les femmes que pour les hommes dans ma famille, autant au Chili que depuis l'exil ici. Les raisons ne sont pas juste parce que... je pense que ces raisons-là sont vraiment socio-économiques aussi. Et donc, je pense que la dépression, c'est une façon de répondre à ces limites, disons, ou en tout cas à ces contraintes sociales. Une façon d'y répondre parmi tant d'autres, tu sais. Je veux dire, de l'autre côté, ça aussi, j'en parle un peu dans le livre, les personnes les plus encourageantes pour la joie et l'art et l'expression de soi, ce sont aussi des femmes dans ma famille. Donc, ça aussi, c'est une réaction à certaines contraintes socio-économiques qu'on a connues. Donc, je pense que c'est vraiment inscrit dans ce contexte-là que c'était... que cette communauté-là, je m'inscris plus dans cette communauté-là qui est donc précédée par des femmes, ça c'est clair.
C'est intéressant, cette identification. Moi, ça m'a beaucoup plu, je dois vous dire. Je vais finir, c'est ma dernière question, on verra si le public aussi veut réagir. Mais j'ai été aussi très interpellée par cette idée que vous avez, en écrivant, un sentiment d'imposture, de truquer l'écriture, de vendre la maladie pour une publication de plus. C'est-à-dire cette idée qu'il y aurait il y aurait peut-être je préférais peut-être ne pas avoir à en parler, mais je le fais quand même. C'est assez étrange de vous entendre, de lire cela. C'est comme si il y a une fidélité à la maladie, hein, ou alors à cette communauté aussi de gens qui ne peuvent pas l'exprimer. J'essaye de comprendre. Une fois, dans une table ronde à laquelle j'assistais, une amie à moi animait la table ronde avec une autrice et elle a demandé à cette autrice une question courageuse quand même, je dirais peut-être arrogante, mais c'était correct. La question, c'était à quel point est-ce que c'est payant la vulnérabilité? Puis j'ai trouvé ça... Oh mon Dieu, elle a osé poser cette question-là, qui est une question, c'est ça, un peu violente quand même, parce que quand on écrit beaucoup avec notre vulnérabilité. Et donc, ça avait un peu rapport avec ça quand j'écrivais ça. C'est-à-dire, est-ce que je suis en train de me bâtir un capital symbolique, finalement, sur le dos d'une maladie? Mais, comme vous avez dit, il y a quelque chose de l'ordre d'une fidélité à cette maladie-là, à cette chose qui s'est passée, qui reste là, qui a formé, qui a créé une rupture, qui est un vrai traumatisme, tu sais, auquel je sens que je dois revenir. Ça va être un peu quétaine, mais tu sais, auquel je retourne pour l'honorer, à la limite, et pour accepter... Ça ne fait pas partie de moi en soi, mais j'accepte que ça fasse partie de moi. Et donc, de cette façon-là, j'ai l'impression qu'il y a comme une distance, là, en tout cas quelque chose de très assumé, qui fait qu'après, je me dis, c'est pas pour me faire du capital symbolique, c'est vraiment pour élever, disons, ou mettre au centre de la table les émotions négatives, les choses négatives desquelles on doit parler socialement, politiquement, mais aussi pour soi, aussi en termes de un peu self-care, de soi à soi, un peu individualiste aussi, pour arriver à s'émanciper. Donner des formes à ces expériences-là, je pense pas que c'est payant. Je pense que pour les autres, je veux dire, mais je pense que c'est payant pour soi. Tu sais. Merci. On va passer peut-être aux questions du public. Oui, alors il y a beaucoup de félicitations. Plusieurs ont beaucoup apprécié le discours du début. Oh, le beau discours. Oh, la justesse du propos. Ou encore, splendide discours lucide et inclusif. Grandes félicitations. Et une question, une seule. Est-ce qu'écrire sur la dépression fait sortir de la dépression? Non. Je pense pas que l'écriture fasse sortir de la dépression parce que, en tout cas, moi, j'étais pas capable d'écrire en dépression. J'ai été capable d'écrire une fois sorti de la dépression. Donc, c'est absolument pas la dépression qui m'a permis de sortir de la dépression. C'est pas l'écriture qui m'a permis de sortir de la dépression. Après, je pense que donner des formes d'expression artistique, pas juste d'écriture, à ce type d'expérience-là permet de voir la dépression, les soucis de santé mentale, l'anxiété sociale, etc., d'un autre œil. Parce que sans vraiment avoir l'impression de la contrôler, ce que ça m'a donné, c'est l'impression d'avoir pu nommer des choses et de les construire un peu à ma main. Et ça fait que quand je vois d'autres personnes souffrir de dépression ou d'anxiété ou de choses moins pathologisantes là, que la dépression, et quand moi-même, je vis de l'anxiété pour différentes raisons, avoir écrit ça ne me permet pas d'en sortir, mais me permet aussi de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Ou en tout cas, de changer la caméra de place, de me regarder faire et de dire, OK, il y a ça qui se passe. Ça se passe quand même, ça ne le guérit pas, ça ne l'empêche pas d'arriver, mais au moins, il y a des codes, en tout cas, que je saisis mieux parce que je pense que je les ai nommés dans un projet qui ressemble à ce que moi, je suis capable de faire, disons, de produire, de créer. Donc, mais je ne pense pas qu'on en sort en l'écrivant, en tout cas.
Vous écrivez, pour moi, les vrais guérisseurs pour la solitude et le temps. Hein, j'ai l'impression parce qu'il y a beaucoup de figures de guérisseurs dans votre livre. Il y a les médecins, les psychologues, l'acupuncteur, le psychiatre. Et toutes ces figures ont l'air très impuissantes, d'une certaine façon. Ouais. Il y en a certaines qui vous aident plus que d'autres, mais l'écriture, c'est ce que vous dites, ça a donné une forme. On a l'impression que dans votre livre, c'est à la fois un remède et un poison, l'écriture, que c'est les deux à la fois, vraiment. Bien, il y a le risque, tu sais. Et voilà. C'est ça. Après ça, c'est un risque qu'on calcule avec différentes façons. Moi, ma façon de calculer, de négocier ce risque-là, c'était de changer différentes formes. Après, moi, je pense qu'une chose qui nous permet beaucoup, pas nécessairement de sortir de la dépression, mais en tout cas de faire un des premiers pas, qui est celui de la nommer, de la regarder, de la tenir dans ses mains, tu sais, de l'apprivoiser, c'est de faire de soi un sujet. Moi, c'était quelque chose que je trouvais important de faire dans ce livre-là, de parler de toutes ces personnes, justement, qui sont un peu des guérisseurs, le psy, l'entraîneur, l'acupuncteur, tout ça, qui permettent de faire de soi un sujet, mais qui peuvent aussi, un peu comme l'écriture, risquer, au contraire, de nous désubjectiviser et de faire en sorte qu'on sente qu'on est pris dans un système qui implique beaucoup de gens, sans qu'on sente qu'on est vu, qu'on est perçu comme un sujet. Et donc, après ça, on retourne chez soi puis on se demande vraiment la question banalissime, qui suis-je? Qui suis-je dans cette expérience-là? Et donc, j'ai l'impression que ce risque-là d'être avec des guérisseurs qui peuvent nous subjectiviser autant que nous désubjectiviser est un peu le même avec l'écriture. Et donc, je pense qu'il faut arriver à négocier ça. Et quand on tombe dans ce qui peut être nocif, bien, c'est pas la fin du monde, mais il faut pas se culpabiliser pour ça, mais c'est un risque qu'il faut connaître, je pense. Il y a une autre question du public. Oui, qui vient juste d'arriver. Sans vendre le punch nécessairement aux gens qui ne vous ont pas encore lu, mais j'aimerais vous entendre sur la fin de votre livre. Quel regard vous posez sur la fin de votre texte? La fin? Qu'est-ce qu'on entend par la fin? C'est la dernière phrase, genre? Et Nicolas, je vous invite à parler dans votre micro et à résister à la tentation de regarder Jean. Oui. La fin, y a-t-il un punch? Mais je pense que la personne parle de cette dernière phrase, sans vendre de punch. Je pense qu'il y a l'idée... Cette fin-là, je l'ai décidée parce que c'était une façon pour moi de dire désormais ma demeure sans répéter le titre, c'est-à-dire, ben c'est ça, c'est jamais fini. C'est-à-dire qu'on peut en sortir, on peut créer à partir de ça, créer toutes sortes de langages, mais désormais, ça fait partie de soi. Et donc, cette dernière phrase-là, c'est une phrase qui explique une action, et cette action-là, c'est se dire, ben ça y est, voilà, maintenant publiquement, à l'extérieur, au vu, au su de tous et toutes, la dépression, elle est là. Donc, c'est un peu ça l'idée derrière cette phrase, si je comprends bien la question. Là. Oui, celle qui a posé la question, oui, la scène finale. Ah, voilà, OK. C'est bien ça. Nicolas, je vais peut-être vous poser une dernière question. Ouais. J'ai envie de vous demander, par rapport à un engagement politique que présuppose ou que donne à lire votre livre, est-ce que ce n'est pas une politique qui tient compte de l'affect? Parce que j'ai vraiment l'impression que tout votre travail, c'est de dire l'affect peut nous faire penser, l'affect nous tient ensemble dans certaines communautés, l'affect, c'est ce qui permettra ce mouvement révolutionnaire qui, je pense, est là dans votre livre. C'est-à-dire, toujours, on dit une chose, puis essayer de voir à chaque fois comment on est affecté différemment à chaque fois par cette même phrase qu'on répète. Est-ce que l'affect, c'est quelque chose qui vous travaille beaucoup, non? Absolument, vraiment. Autant dans mon écriture que dans mes recherches universitaires. Là. Actuellement, je travaille beaucoup sur les questions des affect studies. Oui, vraiment. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce mot-là, c'est que c'est pas juste une question d'émotion. C'est pas
du tout une question psychologique. C'est une question qui permet, l'affect permet de débinariser, un peu comme je le disais dans mes remerciements, de débinariser ce qui est de l'ordre de la tête et ce qui est de l'ordre du cœur, et ce qui est de l'ordre du corps et ce qui est de l'ordre de l'esprit. Et donc, l'affect permet, comment dire, considérer les expériences humaines par l'affect, par cette perspective-là, par cette voie-là, à mon avis, c'est une façon d'impliquer les autres, autant dans un processus qui est politique dans le sens, engagé, militant, que dans le sens vivre ensemble, être ensemble, sentir ensemble, toucher, sentir, c'est-à-dire odeur, et aussi interconnexion, complicité, tout ça. Donc, ouais, pour moi, l'affect, pour moi, c'est une voie vraiment d'engagement politique qui implique aussi tout ce qui est de l'ordre des sens, qui est de l'ordre du, je n'aime pas ce mot-là, mais du ressenti, ou en tout cas du sentiment, des feelings, là, comme le dit Chetkovich, avec vraiment cette idée de feelings dans le sens, c'est un mot qu'on n'aime pas, c'est un mot psychopathe, puis on va l'élever au statut de concept. Donc, dans cet ordre-là, oui, absolument, c'est tout à fait juste. Ben, je vous remercie beaucoup, Nicolas Dawson, et surtout félicitations pour ce prix. Merci. Merci à vous deux. Vous savez qu'on en aurait pris encore pendant au moins une bonne demi-heure, mais bon, toute bonne chose a une fin. Heureusement, on peut prolonger le plaisir de cet échange, la richesse aussi de cet échange du propos et du livre en lisant tout simplement, en se tournant, donc en prolongeant. On a une librairie partenaire, avec nous, qui travaille étroitement avec le Festival Métropolis Bleu en français. C'est la librairie Gallimard, donc www.librairiegallimard.com. Et puis, on a aussi, je viens de mentionner au passage, la librairie Paragraphe pour ce qui est des ouvrages en anglais. Donc, merci à vous. Merci à l'équipe de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. C'est un plaisir, c'est toujours un plaisir d'être à la Grande Bibliothèque. On se sent bien accueilli, bien encadré, bien pris en main sur le plan technique, sur le plan logistique. Et puis, le lieu, il ne manque qu'un public, mais qui était là au bout de, enfin, quelque part dans l'espace. Alors, merci à vous. Bien sûr, le festival, la remise du prix Diversité Conseil des arts de Montréal, Métropolis Bleu à Nicolas Dawson, c'est un élément de la programmation du printemps du Festival littéraire international Métropolis Bleu. Vous allez sur le site, vous allez trouver foison de possibilités passées et à venir, parce que ça se poursuit encore pendant au moins 24 heures. Et donc, vous cliquez sur les images qui vous intéressent. Vous allez voir là aussi une richesse de propos qui, je crois, nous permet d'être tout à fait... Oui, optimiste, osons le mot, pour ce qui est de la littérature à venir. Voilà, cela met fin à ce rendez-vous de cet après-midi. Ici Marie-André Lamontagne. Bonne continuation.